Bonsoir, Erev Tov, Shalom Aleichem à tous et à toutes. C'est toujours un immense plaisir de se retrouver tous les lundis soirs pour échanger un sujet de halacha. Avant de commencer, je voudrais savoir s'il y a le son et l'image. Si on peut m'informer, me dire que vous voyez bien et surtout que vous entendez bien. Allô, allô, Erev Tov. Ok. Super, merci beaucoup. Tout d'abord, si vous arrivez à mettre ma photo en grand écran, j'aime bien me voir en grand et non en petit si vous arrivez. Ah ben voilà, super, voilà, c'est mieux comme ça. Merci beaucoup, Todaraba et Erev Tov. Moraï Verabotai, aujourd'hui c'était une journée particulière. Parmi toutes les choses particulières, pourquoi je vais vous dire tout de suite. Nous sommes lundi 5 septembre. Et donc nous sommes surtout le 9 Elul 5782. Et le 9 Elul, j'avais un papier quelque part, c'était la Iloula, pardon, excusez-moi, aujourd'hui de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, qu'on connaît de ses livres Pri Tzadik, Tzidkat Tzadik et beaucoup d'autres sfarim qu'il a écrits. Marchevet Haroutz et beaucoup encore de Sfarim. Aujourd'hui, donc, la Eloula, 9 Elul de Rab Tzadok à Cohen de Lublin. Et comme nous allons parler de Shabbat, nous allons rappeler une halacha dans Ilchot Shabbat. Je voudrais partager en introduction avec vous une idée très puissante, très importante de Rab Tzadok à Cohen de Lublin, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, que son mérite rejaillisse sur nous et sur tout le clan d'Israël. Amen, Kenny Ratson. Le Midrash nous enseigne que la Torah a précédé le monde de 2000 ans. Ça veut dire que, avant de créer le monde, Akadosh Baruch Hu avait déjà, on va dire, excusez-moi, écrit, prévu la Torah. Pourquoi 2000 et pas un autre chiffre? Je ne sais pas. En tout cas, la Torah a précédé le monde de 2000 ans. Kadma alpaim shana shekadma Torah laolam. Et c'est probablement pas des années telles que nous connaissons dans le temps et l'espace de ce monde, mais il y a une notion de 2000 ans. Le monde que nous connaissons a commencé le 25 Elul, c'est de Machloket dans la Gemara, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, et le 6e jour, le jour de la création de l'homme, c'était le premier Tishrei. Et donc il y a, avant l'existence de notre monde, une œuvre divine. Il y a eu de nombreuses œuvres divines avant la création de ce monde, telles que c'est écrit dans les Chazal. L'une d'elles, c'est donc que la Torah a précédé le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit Rab Tzadok dans son livre Kometz Hamincha, également, il y a la Tchouva, le Kisei HaKavod, il y a beaucoup de choses. Effectivement. Dans son livre Kometz Hamincha, dans la note Pehe, dit Rav Tzadok, les 2000 ans de Torah qui ont précédé le monde renvoient au concept déjà des espaces de la ville qu'on appelle Migrashé Haïr. Il y a dans la Torah les villes des Lévi'im, et autour de ces villes, des Lévi'im, il y a un espace de 2000 coudées. Alpaim Ama, comme c'est écrit dans Bamidbar, au chapitre Lamedhe, Pasuk Gimel. Qu'est-ce qu'il faisait dans cet espace? À quoi ça servait? La Gemara, elle l'explique au traité Nedarim. De même, nous avons dans les lois de Shabbat, Alpaim Trum Shabbat. Nous savons que Shabbat, il est interdit de sortir au-delà de la frontière de la ville, au-delà de 2000 coudées, ça veut dire 1 kilomètre, à peu près 960 mètres, ça dépend comment on calcule, mais bon, en simple,
on a à peu près 1 kilomètre. C'est lorsqu'on arrive à la frontière de la ville, on va se promener, on ne doit pas dépasser les 2000 coudées. Et ça arrive lorsque, par exemple, vous allez en vacances dans un petit village et vous voulez vous promener, sortir du village, c'est beau, la montagne, etc. Eh bien, il faut faire attention de ne pas aller au-delà des 2000 coudées. Donc, dit Rav Tzadok, on a un concept qui s'appelle un espace de 2000 coudées, qu'on a vu donc dans la Torah qui a précédé le monde, les 2000 coudées des espaces des villes des Lévi'im, et les 2000 coudées qu'on n'a pas le droit d'aller au-delà le jour de Shabbat. Vetora yotzet mitrum vegeder haolam. Donc le parallèle entre la Torah, Shabbat et les villes des Lévi'im, ces espaces Migrash et Haïr, c'est pour nous dire, et surtout, c'est-à-dire que si la Torah a précédé le monde, c'est-à-dire que la Torah sort littéralement de l'espace des frontières de ce monde. Veichutz laolam, puisque la Torah elle a précédé le monde, c'est que la Torah elle est à l'extérieur du monde, elle l'a précédé, et c'est pour cela velachen kadma laolam. Ça veut dire qu'il y a dans la Torah, comme dans Shabbat, comme dans les villes des Lévi'im, il y a un concept dans la Torah qui veut qu'il y a des choses qui soient à l'extérieur d'un système. Il y a un système, il y a le monde, et dans ce monde, on doit comprendre qu'il y a autre chose que ce que nous voyons, que ce que nous vivons aujourd'hui, par exemple, avec la technologie, les médias, etc. On sait très bien que de là où on est, voilà, il y a une distance entre vous et moi, mais on peut se voir et parler et échanger et surtout étudier la Torah. Donc il y a dans notre espace, dans un espace, il y a un monde à l'extérieur. Et c'est intéressant. Donc si la Torah a précédé le monde, ça veut dire que la Torah, elle est à l'extérieur du monde. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah est à l'extérieur du monde? Nous allons voir tout de suite. Je laisse la Sougia des villes des Lévi'im. C'est également ainsi Shabbat. Shabbat, on est chez soi, on va à la choule, on va se promener, mais on n'a pas le droit de traverser une frontière qui s'appelle 2000 coudées. Ça veut dire que Shabbat, on prend sens de notre vie dans l'espace où on se trouve. Aujourd'hui, l'homme voyage beaucoup. Rappelons-nous, il y a pas si longtemps que ça, avec le début de la pandémie, on ne pouvait pas aller plus loin que le bout de son nez, comme on dit. L'homme va souvent voir ce qui se passe ailleurs. Il a besoin de voyager, il a besoin d'explorer, etc. Mais on ne prend pas assez le temps de vivre un monde dans lequel on se trouve. Alors c'est intéressant. Pourquoi? Continuons Rav Tzadok. Donc il y a le monde, et à l'extérieur du monde, il y a la Torah. On pourrait même dire c'est l'enveloppe du monde. Mais avançons un peu, vous allez voir, c'est extraordinaire ce qu'il écrit, j'ai beaucoup aimé, je voulais vous le partager. O Yomar la Efer. On peut dire également l'idée que nous avons dit, on peut la dire à l'opposé. Trum Shabbat, Geder, Shelo Latzet mi Shabbat, Sheu Meen Olamaba. Kemo Shabru Zichonam Livracha, ou Kemo Shabru Leyom Shekulo Shabbat, etc. La frontière qu'on n'a pas le droit de traverser Shabbat, c'est 2000 coudées, le troum, ce qu'on appelle en hébreu, dans la halacha, dans la souya, le troum, tav, chet, vav, même sophite, ça veut dire qu'on ne doit pas, encore une fois, troum Shabbat geder, c'est-à-dire que il y a une frontière, une barrière, et on n'a pas le droit pendant Shabbat d'aller au-delà de cette barrière. Shabbat, c'est Meen Olamaba. Alors c'est intéressant, ça veut dire que c'est la barrière Shabbat. Pour essayer de comprendre ce qui est à l'extérieur du monde, il nous faut des repères. Mais alors, ce qui est intéressant chez Rav Tzadok, c'est qu'au final, c'est ce qui se passe à l'extérieur du monde qui va donner un sens à ce qui se passe à l'intérieur du monde. Shabbat, c'est la barrière, le garde-fou. Dans Parashat Kitetse de cette semaine, on va parler de la mitzvah du ma'aké, la mitzvah du garde-fou, du parapet. Ça veut dire que lorsqu'on a
une terrasse, par exemple, il faut faire un mur pour éviter, chas v'shalom, les accidents. Alors, Shabbat, c'est le garde-fou du monde. Mais attention, à la différence de ceux qui comprennent pas bien Shabbat, Shabbat, c'est pas quelque chose qui nous étouffe et nous enferme, puisque Shabbat, c'est l'infini. Shabbat, c'est le Olam Haba. Et on n'a pas le droit d'aller au-delà du Olam Haba. On n'a pas le droit de sortir de ce Olam Haba. Ça peut paraître paradoxal. C'est comme, j'ai envie de dire, paradoxalement, on est enfermé dans l'infini. C'est ça, Shabbat. Et il dit, c'est la même chose pour la Torah. Vechen Torah, geder laolam, shelo latzet mi geder haraoui, lachen kadma bimechuvan alpaim. Et la Torah aussi, elle est le garde-fou du monde, le maquet du monde, afin de ne pas sortir, de ne pas aller au-delà des barrières convenables. Donc on a ces 2000 coudées, sans rentrer dans le chiffre 2000, mais on a cette idée. Alors il dit deux idées opposées, mais en vérité qui sont complètement complémentaires. C'est-à-dire d'un côté Shabbat et la Torah, c'est être à l'extérieur du monde, puisque Shabbat c'est le Olam Haba. Lorsqu'on fait Shabbat, on est découpé du monde, on est déconnecté du monde. Mais en vérité, c'est cette extériorité kaviachol du monde, c'est-à-dire c'est ce qui se passe à l'extérieur du monde, c'est ce qui se passe en amont du monde, qui donne un sens à la vie que nous menons à l'intérieur de ce monde. Ne pas traverser 2000 coudées au-delà de la ville, c'est pas quelque chose qui nous enferme, même si physiquement on aurait pu penser que, Shabbat, on peut pas, si j'ai envie de marcher 5 km et de sortir de la ville, d'aller me promener dans la forêt, non, Shabbat, tu restes à l'intérieur du Shabbat. Ne pas traverser les 2000 coudées, c'est-à-dire ne pas traverser, ne pas sortir du Shabbat. Shabbat, c'est l'Olam Haba, et Shabbat, on ne sort pas du Olam Haba, c'est toutes les halachot de Shabbat, c'est toutes les souyot de Shabbat. Et donc la Torah qui est à l'extérieur du monde, elle enferme le monde, Kaviachol. Elle l'enferme, et c'est pas un enfermement d'emprisonnement et d'étouffement. Elle enferme le monde dans l'infini. C'est tout simplement incroyable ce qu'il écrit. Il y a certainement encore beaucoup de conséquences de ce qu'il veut dire. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol yidbaro. Alors c'est comme on dit, Shabbat et la Torah, c'est sortir du monde pour mieux y revenir, puisque Shabbat et la Torah ont précédé le monde, donc ils sont à l'extérieur du monde, mais étant à l'extérieur du monde, c'est eux, c'est la Torah et Shabbat qui donnent une structure au monde. J'ai trouvé cette idée extraordinaire, parce que qui dit structuré ne dit pas, encore une fois, limité et emprisonné, bien au contraire, cette limite, cet ordre que Shabbat et la Torah offrent au monde, c'est pour aller vers l'éternité, c'est pour aller vers un monde infini. Voilà, je voulais commencer le shiur à la mémoire de Rab Tzadok avec cette idée extraordinaire et extrêmement profonde. Et sans plus tarder, nous allons revenir à la halacha. Et donc, voilà, Shabbat, et avec la Torah, de toutes les façons, comme ramène le tour, il ramène au long des Chazal que Shabbat nous a été donné pour étudier la Torah. Donc on a aussi bien dans le temps du Shabbat que dans l'espace du Shabbat, cette éternité, ce monde infini qui est si riche au final. Celui qui ne fait pas Shabbat, il s'enferme dans un monde limité. Celui qui fait Shabbat, il s'enferme dans un monde, donc il s'ouvre vers un monde qui est illimité. Shabbat, c'est fait pour étudier la Torah, c'est fait, oui, pour sortir du monde afin de trouver la bonne mesure qui va nous conduire vers cette éternité, donc vers le Olam Haba. Un des 39 travaux, nous savons que Shabbat, il y a 39 melachot qui sont interdites. Comme c'est décrit dans la Mishnah, le temps du Shabbat est limité. Oui, mais attention, il est limité dans, dans un langage d'homme et d'humain limité. Mais l'espace et le temps du Shabbat, c'est à l'intérieur de ce temps et de cet espace. Et ceci lié au Tzimtzum d'Hachem, je sais pas. Mais je vais rebondir sur ce que tu dis. Encore une fois, cet espace et ce temps limité de Shabbat, c'est pour trouver l'illimité. Il faut structurer un monde pour pouvoir accéder à l'illimité. On s'introduit dans un monde, on est introduit dans un monde limité, un peu comme l'enfant qui est dans le sein de sa mère, ou l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère, il est enfermé, mais en vérité, il est dans l'illimité, il est dans l'infini, comme nous enseigne la Gemara au traité d'Ida, que l'enfant dans le ventre de sa mère,
il étudie toute la Torah, Misof Haolam, et il voit Misof Haolam Ve'ad Sofo, c'est-à-dire qu'il a une vision du monde qui est complètement illimitée. C'est le début de la vie, c'est l'éternité, c'est l'illimité. Akadosh Baruch Hu, il nous plonge dans ce monde limité, fermé, physiquement, mais pas moralement, intellectuellement, à l'intérieur d'un laps de temps de 25 heures de Shabbat et dans un espace limité, on peut trouver l'illimité, on peut trouver l'infini, on peut trouver l'aventure qui ne s'arrête jamais et qui continuera au-delà de la vie, dans la vie du Olam Haba. Mais ça commence déjà dans le Olam Hazé, on écrit la vie du Olam Haba, la vie de l'illimité. Alors tu demandes, est-ce que c'est lié au Tzimtzum d'Akadosh Baruch Hu? Alors bon, c'est un énorme sujet et extrêmement délicat, mais on retrouve, j'emploierai peut-être pas le terme Tzimtzum, mais on retrouve cette idée, Bichlal, toute la création du monde, qui a été créée par Akadosh Baruch Hu. Nous le savons bien, nous avons cette foi dans la création du monde, c'est sa Shabbat, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, Akadosh Baruch Hu, il est l'illimité, et il a créé un temps et un espace qui sont limités. Le monde, la date de vie de notre monde est limitée, c'est 6000 ans, mais c'est à l'intérieur de ce qui est fermé que nous pouvons trouver et avoir accès à l'illimité. Donc, Akadosh, c'est ce que certainement tu veux dire par Tzimtzum. Akadosh Baruch Hu, il s'est contracté, Kaviachol, pas lui-même, il a contracté ses midot. Bon, on va pas rentrer dans le Tzimtzum. Je dis, c'est une introduction de Rav Tzadok, je sais, c'est immense. Mais en tout cas, effectivement, il a créé un monde limité et c'est à l'intérieur de ce monde limité qu'on peut trouver l'infini. Je trouve ça assez extraordinaire. C'est également toute la souya du corps et de l'âme, la neshama qui est divine. La neshama, est-ce que les Yamim Tovim ont aussi cette dimension dans le temps et l'espace? Oui, à quelques nuances près avec Shabbat, comme c'est décrit au traité Megillah et Betsa et encore dans d'autres endroits, dans les enseignements des Chachamim Akdoshim, Zichronam Livracha, mais il y a également dans Yom Tov, on va vers, surtout, on est dans le mois de Elul, on arrive au mois de Tishri, entre Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Kippour, Sukkot, Hoshana Rabbah, Simchat Torah, on va vers des jours qui finalement nous sortent du monde, parce que quand on fait Baruch Hashem, Shabbat et Yom Tov et Chol HaMoed et Kippour et Tzom Gedalia, etc., on est quelque peu en décalage, on peut se sentir, à juste titre, en décalage avec la vie quotidienne, avec la vie sociale, mais en vérité, ce qui nous sort de ce monde, c'est ce qui nous permet de nous y introduire à nouveau avec des règles de la Torah, avec une structure de la Torah, et cette structure de la Torah nous permet de trouver l'illimité à l'infini, le Ensof, dans ce monde qui paraît, c'est le paradoxe, c'est je ne dis pas la contradiction ou l'opposition, de toutes les façons, on voit bien que Rav Tzadok, lui-même, il propose une idée et son idée sœur et jumelle à l'opposé, mais elles sont complémentaires. C'est dans les limites de la Torah qu'on trouve l'illimité, alors que sans Torah, sans Shabbat, on a l'impression d'être libre et d'avoir un monde qui nous offre tout, mais au final, les gens qui sont complètement matérialistes et qui vivent que pour la vie de ce monde, ils savent que ce qu'ils appellent pseudo-liberté, de faire ce qu'on veut, mais à un moment donné, ça s'arrête, et la vie n'a pas de sens, et ici et au-delà. Donc au final, la liberté de ce monde nous conduit vers une fin, alors que la structure de ce monde nous invite vers l'infini. C'est ça qui est extraordinaire, il faut le vivre, le comprendre, le sentir, le vivre chaque Shabbat, et chaque fois qu'on étudie la Torah. Alors avançons vers l'infini, Be'ezrat Hashem, qui nous conduit vers le Olam Haba, vers les saveurs, comme dit le Mesilat Yesharim, l'It'aneg al Hashem, comme on chante tous les Shabbats, l'It'aneg v'Ta'anugim. Alors nous allons voir une halakha très importante et très intéressante sur les lois du Shabbat. Ce qui est fou, c'est que, je dis vraiment ce qui est fou, parce que les gens qui n'ont pas la chance de faire Shabbat et de comprendre pleinement le Shabbat, pour eux le Shabbat c'est étouffant, comment dirais-je, c'est emprisonnant, on peut pas fumer, on peut pas prendre la voiture, on peut pas aller à la pêche, on peut pas travailler, on peut pas, donc on ne peut rien faire. Et c'est à l'intérieur de ce ne rien faire qu'en vérité on fait tout, parce que, comme dans la Torah d'ailleurs c'est écrit, la sot est à Shabbat, on fait Shabbat, on fait le Shabbat, comme explique le Orach Chaim et d'autres Mefarshim, mais en tout cas c'est dans cette liberté de la vie matérielle qu'il y a une limite, alors que dans ces limites de la Torah, c'est là qu'on va vers
l'infini. Je trouvais ça extraordinaire, profond et savoureux. Je disais donc qu'un des travaux, nous allons voir tout de suite une souga de halacha. Un des travaux interdits le jour de Shabbat que les sages ont énuméré au traité Shabbat d'Af'aïn Gimel Amud Aleph, il y a la melacha de ce qu'on appelle Hotsa'a Mirshut Lershut. Il est interdit Shabbat de sortir un objet d'un domaine à un autre domaine, c'est-à-dire d'un domaine privé à un domaine public. Alors attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur. De manière générale, lorsqu'on parle de domaine privé et de domaine public, on parle d'une propriété privée, une maison, un appartement, un jardin, ce sont des propriétés privées. Et un domaine public, c'est une propriété publique, c'est-à-dire où tout le monde a le droit d'y avoir accès. Dans l'interdit de Otsa'a, dans la Melacha de Otsa'a, la notion de domaine privé et domaine public, ce ne sont pas des propriétés privées ou des propriétés publiques. Qu'est-ce qu'on appelle un Reshut Hayachid, un domaine privé? C'est un domaine qui est fermé, c'est-à-dire que nous avons un espace, par exemple, on dirait à Nice, par exemple, les Galeries Lafayette, par exemple, ou Cap 3000, ce sont des domaines privés, parce que c'est complètement fermé, même si tout le monde y a accès. On sait que le métro, dans les lois de Shabbat, ça s'appelle un Reshut Hayachid, parce que c'est fermé. Il y a des accès d'entrée et de sortie, mais c'est essentiellement fermé, même si ce sont des domaines, même si ce sont des propriétés publiques. Dans les lois de Shabbat, c'est pas un Reshut Hayachid. Donc tout espace qui est fermé, nous n'allons pas rentrer ce soir dans toutes les halachot, comment on ferme un espace, mais tout espace fermé, ça s'appelle un domaine privé. Par exemple, un jardin public, on a à Nice des jardins publics qui sont fermés avec des grillages. Alors ça reste un domaine public, il y a des horaires, etc., mais c'est un domaine où tout le monde a le droit d'y avoir accès. Mais étant donné que c'est fermé par des barrières, par des portes, en tout cas, ça s'appelle un reshuta yachid. Un domaine public, à la différence du yachid, c'est un domaine qui est ouvert. Les rues, les espaces ouverts, les marchés, etc., les grandes avenues, ça ce n'est pas fermé, donc ça s'appelle un reshut haramim. Donc Shabbat, on n'a pas le droit de transporter un objet d'un domaine privé à un domaine public, donc dans les deux sens, c'est-à-dire de la maison à l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur, de quelque façon dont on aura fait traverser l'objet, c'est-à-dire que je l'ai dans la main et je sors avec l'objet, ou je l'ai dans la main et je jette l'objet. Par exemple, ça, il y a des gens qui habitent au 3e étage, par exemple, 2e, peu importe. Ils habitent en étage, et puis quand ils ont fini leur café, ils envoient les dernières gouttes ou de l'eau vers l'extérieur. Ça, c'est complètement assourd. Ça s'appelle zorek, c'est-à-dire que je vais jeter un objet de l'intérieur et je vais le lancer pour qu'il aille à l'extérieur. Ça s'appelle zorek. De même, moshit, c'est-à-dire que si je suis à l'intérieur du domaine privé, par exemple, je suis chez moi, et il y a donc quelqu'un qui est à l'extérieur et je lui transmets un objet, je lui donne la clé, ou je lui donne un chapeau, une casquette, j'ai fait traverser l'objet d'un reshoot à un autre reshoot, tout ça constitue un interdit de la Torah, un des 39 travaux interdits le jour de Shabbat. Il y a quelque chose de particulier dans cette melacha, dans cet interdit de hotsa'a, de transporter ou de transférer un objet d'un domaine à un autre domaine. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il y a beaucoup de choses particulières. Les chachamim, les sages, essentiellement au traité Shabbat Daf Memtet Amud Bet, nous disent que les 39 travaux de Shabbat, on les apprend du Mishkan, puisqu'il est dit dans Shemot Perek Lamed He, dans Parashat Vayakel, Pasuk Bet et Gimel, et ensuite Pasuk Dalet, la Torah, elle dit de faire le Mishkan et de s'arrêter pendant Shabbat, en simple. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il dit aux enfants d'Israël, maintenant vous allez construire le Mishkan, mais le jour de Shabbat, vous vous arrêtez, donc vous travaillez 6 jours par semaine. De là, nous apprenons que tous les travaux, donc au nombre de 39, dont nécessaires pour ériger l'édifice du Mishkan, du sanctuaire, il y a 39 travaux. Ces travaux-là nécessaires pour la construction de la bâtisse du Mishkan sont donc interdits le Shabbat. En d'autres termes, les interdits de Shabbat, on les apprend des melachot nécessaires pour la construction du Mishkan. Cependant, voilà qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est que l'interdiction de porter Shabbat, la Gemara nous dit, au traité Shabbat d'Af Tzadik Vav Amud Bet, l'interdiction de Hotsa, on ne l'apprend pas
uniquement, que je mets entre parenthèses et entre guillemets, du Mishkan. On l'apprend d'un pasouk qui dit au chapitre 36, verset 6, toujours dans le livre de Shemot, Vayetzav Moshe, Vaya'aviru kol bamachane lemor, Ish ve'ishal ya'asuod melacha litrumat hakodesh, Vayikale ha'am me'avi. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il fait appel aux enfants d'Israël, comme c'est écrit au début de Parashat Teruma, Zot a Teruma, Asher, Ikru, etc., Veikru li Teruma, et donc Moshe Rabbeinu, il fait appel aux enfants d'Israël, et il leur dit, vous allez offrir, chacun offre ce qu'il veut, de l'or, de l'argent, etc., des pierres précieuses, tout ce qui est décrit, de l'huile d'olive, tout ce qui est décrit au début de Parashat Teruma. Et voilà que Moshe Rabbeinu, il leur dit à un moment donné, Vaya aviru kol bamachane, on a diffusé dans le camp d'Israël, et on a dit, arrêtez de travailler. Al yasuod melacha litrumat hakodesh. De quel travail s'agit-il? Arrêtez de travailler et de prélever donc les éléments nécessaires pour le Mishkan. Et le peuple s'arrête d'amener. Mais c'est intéressant que la notion de Trumat HaKodesh, ce prélèvement saint qu'on devait amener à Moshe Rabbeinu pour le Mishkan, donc les Havi, Vaikalea Mehavi, en simple, Moshe Rabbeinu leur dit, arrêtez de travailler. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent d'apporter. Donc nous voyons qu'apporter un objet d'un domaine à un autre domaine, ça s'appelle une melacha. Et effectivement, l'Agma explique, comme dans Hérovin Daf, Dalet Amoudbet, que Moshe Rabbeinu, lui, se trouvait dans le camp de Lévia. Vous savez, le peuple d'Israël était composé de 3 machanot, de 3 camps. Il y a Machane Israël à l'extérieur, Machane Lévia à l'intérieur, et Machane Shechina où il y avait le sanctuaire. Moshe Rabbeinu se trouve dans le Machane Lévia. Et étant donné que tout le monde vient vers lui pour consulter Moshe Rabbeinu, pour étudier la Torah avec Moshe Rabbeinu, donc le Machane Lévia s'appelle un domaine ouvert à tout le monde, s'appelle un domaine public. Donc lorsque chacun vient de chez lui à la maison d'un domaine privé et apporte quelque chose à Moshe Rabbeinu vers un domaine public, ça s'appelle donc une melacha. Comme ça, Tosfot rapporte également au nom du Yerushalmi. Ça veut dire que même si nous avons une première référence qui dit que tout ce qu'on fait au Mishkan, il ne faut pas le faire Shabbat, concernant l'interdit de transporter un objet et de le transférer d'un reshoot à un autre reshoot, il nous faut un autre verset. Pourquoi cela? Tosfot dit quelque chose d'incroyable, un Tosfot très connu, au début du traité Shabbat, il dit parce que la melacha, l'interdit Shabbat, le travail Shabbat, de transporter un objet, ça s'appelle une melacha geroua. Littéralement, c'est un travail fragile, mauvais. Pourquoi? Parce que dans tous les melachot de Shabbat, écrire, cuisiner, coudre, labourer, semer, etc., tous les interdits de Shabbat, les actions interdites de Shabbat, il y a dans l'action une transformation de l'objet. Je prends une feuille blanche et un stylo, lorsque j'écris, j'ai transformé le papier. Lorsque je cuisine, avant le Mishkan, comment le Shabbat se faisait? Vous posez une très grande question que je vais essayer de répondre. Parce que votre question, elle est en deux temps. Donc je termine donc juste la notion de Melacha Groua, expliquée par certains Mefarshim, certains Rishonim. Melacha Groua, ça veut dire que toutes les Melachot qui nous sont interdites le jour de Shabbat, ce sont des actions qui transforment. Je cuisine, donc je prends un morceau de viande crue, je l'ai cuisiné, maintenant il est consommable. Donc je l'ai passé de non consommable à consommable. Je disais écrire, coudre, etc. Toutes les actions interdites Shabbat, ce sont des actions qui vont donner une modification, voire une transformation de l'objet. Or, dans Otsa'a, l'objet, il reste le même. Si je prends ma casquette de chez moi, je la transporte dans ma main jusqu'à la rue, la casquette reste pareille. Donc on est dans une notion de reshoot. Si on rattache ça à ce qu'a dit Rav Tzadok, c'est très intéressant. Shabbat, on ne change pas de domaine. On reste dans un domaine, comme nous avons vu au début. Très bien. Alors, vous demandez... J'essaye de me rappeler votre question. Si vous voulez la renvoyer, pardon, je l'ai oublié. Vous demandez, est-ce que Shabbat... Bon, je vous laisse la renvoyer parce que je ne l'ai pas imprimé. J'étais dans ma démonstration. Avant le Mishkan, comment le Shabbat se faisait. Alors, votre question, elle est intéressante. C'est un grand sujet en soi. Parce que il faut y répondre à deux niveaux. Il y a le niveau des Avot Akdoshim, Avram, Yitzhak, Yaakov, et les 12 tribus, et Yosef Hatzadik,
qui ont fait Shabbat, et il y a le Shabbat du Klal Israël. Parce que d'ailleurs, la mitzvah de Shabbat, nous l'avons reçue avant le don de la Torah. Comme la Gemara nous enseigne, il y a 10 mitzvot que les enfants d'Israël ont reçus juste après la traversée de la mer, lorsqu'ils arrivent à un endroit qui s'appelle Mara, puisque l'eau était amère, et là-bas déjà ils ont eu la notion du Shabbat. Alors il y a plusieurs opinions, mais en tout cas par rapport à votre question de ce soir, je dirais que les enfants d'Israël, d'abord ils ont fait Shabbat de façon, excusez-moi l'expression, conceptuelle. Ça veut dire que Shabbat, ça se joue à deux niveaux, comme l'Agma nous explique, Melechet Marchevet. Dans Shabbat, il y a des actions interdites. Il y a aussi la mitzvah de Zachor, il y a la mitzvah de Shamor, la mitzvah du Kiddush, la mitzvah de l'Avdallah, et il y a ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc c'est possible qu'avant avant le don de la Torah et avant la construction du Mishkan, ils n'avaient pas encore le Shabbat de façon, je dirais, active et pratique. Ils avaient le Shabbat dans le sens entre guillemets conceptuel, c'est-à-dire de prendre conscience, parce que Shabbat, ce sont des actions qu'on doit faire et d'autres qu'on ne doit pas faire. Et Shabbat, ça se vit avec le corps, mais ça se joue aussi beaucoup dans l'esprit, dans la marshava, dans la conscience. La conscience du Shabbat, tout d'abord, c'est la Emouna, c'est la foi investie et convaincue qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, qu'Akadosh Baruch Hu gère le monde, que le monde appartient à Akadosh Baruch Hu, et encore toutes les idées de la Emouna, et ils avaient déjà de toute façon Shabbat, notamment avec Laman. Alors c'est très intéressant parce que je crois que nous allons voir un autre pasouk. Voilà, c'est écrit dans Shemot. Regardez Perek Tet Zayin. Et Shemot, regardez dans, je l'ai pas là, il est derrière, il faut que j'aille le chercher, mais Shemot, Perek Tet Zayin, pasouk Raftet. Chez vous, Ishtartav al Yetzeish Mimekomo Bayom Hashevi. Et la Gemara dans Eruvin Dafyut Zayin Amoudbet nous dit que al Yetze, on peut le lire aussi al Yotzi. Donc l'interdiction, voilà, chez Lo Yetsuim Keli Lilkot et Aman. Ça veut dire, alors, c'est possible même, hein, c'est possible, il faut fouiller encore, j'ai pas tout en tête, que avant le Mishkan, avant le don de la Torah, ils avaient au moins un interdit, c'était de porter Shabbat, puisqu'ils n'avaient pas le droit le jour de Shabbat, de sortir avec des ustensiles pour aller cueillir la manne. Ne me posez pas 10 000 questions sur la manne, c'est pas le sujet, je voudrais avancer sur ça. D'abord, j'ai pas réponse à tout, bien évidemment, vous le savez. Pardon, excusez-moi, mais également parce que ce n'est pas le sujet. Parce que la manne tombait Shabbat, on ne pouvait pas la récolter Shabbat, comme c'est écrit dans la Torah. En tout cas, au moins, ils n'avaient pas le droit de porter Shabbat. C'est incroyable que cette melacha, cet interdit de Hotza, a précédé le don de la Torah et a précédé donc le Mishkan. Donc c'est une première réponse, une réponse partielle à votre question. Ils avaient au moins l'interdiction de porter Shabbat. Et en vérité, c'est écrit aussi qu'ils n'avaient pas le droit de cuisiner. La manne, ils devaient la préparer avant Shabbat, etc. En vérité, la réponse à votre question importante se trouve dans la Parashat Haman, que d'ailleurs le Mishnah Moura dit que c'est bien de la lire tous les jours, et c'est une ségoula qui marche d'ailleurs, et une vraie ségoula, pas une ségoula fantôme, ou c'est pas des clowneries. Le Chafetz Chaim nous dit une ségoula par ça, c'est de lire Parashat Haman, et dans cette Parashat Haman, donc ils ont reçu tout de suite après la traversée de la mer dans Parashat Béchalach, on nous parle du Shabbat, ils avaient donc déjà des mitzvot pratiques et aussi conceptuels du Shabbat. Alors pour avancer un peu, en vérité, le traité Shabbat, Masechet Shabbat, a consacré, d'abord il ouvre le traité Shabbat, c'est Yetziot HaShabbat, Shetaim Shedarba, Shetaim Shedarba Bifnim, Shetaim Shedarba Bachutz. Le traité Shabbat nous ouvre tous ces enseignements sur la mitzvah du Shabbat. Il y a plus de 300 pages dans le Talmud. Je parle bien de pages, de Hamoudim, non de Dapim, il y a à peu près 156 Dapim. Donc ça fait plus de 300 pages, 312 si je ne me trompe pas, qui nous parlent des lois de Shabbat. Pour bien pratiquer le Shabbat, comprendre le Shabbat, il faut étudier cette Masechet. Déjà en Mishnah, vous savez, il y a des gens qui étudient chaque Shabbat, tout le traité Shabbat, au moins en Mishnah, les Gdolim, comme Rav Moshe Feinstein, Rav Shlomo Zalman Auerbach, et beaucoup de Gdolim, tous les Shabbatot, ils étudiaient toute la Masechet Shabbat. Bon, il faut être un génie
pour étudier 300 pages de Talmud en une journée de Shabbat, en plus de tout ce qu'ils faisaient, leurs shiurim, les tfilot, les repas en famille, etc. Mais au moins, prenons sur nous, chaque Shabbat, de lire au moins une page du traité Shabbat, savoir de quoi on parle. Des fois, on parle avec les gens, ils se disent, mais de quoi vous parlez? J'ai jamais entendu ça. Donc, et ce qui est intéressant à noter, c'est que le traité Shabbat ouvre par les lois de Yetziot à Shabbat, qui nous parlent donc de la structure de cette melacha de porter Shabbat d'un domaine à un autre domaine. C'est le premier chapitre, c'est l'ouverture de ce traité. Par la suite, nous avons le 5e chapitre, Bamebe Mayotsa, et nous avons le 6e chapitre, Bameisha Yotsa. Il y a plusieurs chapitres un peu plus loin aussi dans la Masechet. Il y a plusieurs chapitres. Une grande partie du traité Shabbat nous parle de la loi de Otsa pour montrer son importance. Alors certains Rishonim m'expliquent, Tosfot rapporte une des raisons pourquoi le Talmud, les sages du Talmud, de la Torah orale, ont tant misé sur la Melacha de Otsa, c'est parce que la Melacha de porter Shabbat, elle est extrêmement fréquente. Ça veut dire que nous vivons avec ça, on est dehors, il fait chaud, on enlève sa veste, est-ce qu'on peut mettre la veste sur les épaules, ou si on a un pull, ou s'il fait chaud, je vais enlever ma cravate, je vais la mettre dans la poche, cette semaine j'étais avec quelqu'un, on sortait de la choule, et puis à un moment donné, il a enlevé ses lunettes pour les nettoyer, il continue à marcher, on se rend pas compte, ce sont des actes qui sont extrêmement Metsuyim Beyoter, ça veut dire les mouchoirs, les clés. Après, il y a des questions de Hotsa'a qui traitent aussi du médical. Il y a beaucoup de questions autour de ça, les médicaments, tout ce qu'il y a autour. Je ne sais pas si on les fera, mais Ezrat Hashem, on verra toutes ces questions. Les gens qui ont qui doivent porter une attelle pour l'épaule, pour le bras, etc. Est-ce que tout ça c'est permis Shabbat? Il y a d'immenses questions. Bien sûr, Shabbat c'est assourd de porter, mais qu'est-ce qui est interdit de porter et dans quel contexte, dans quelles conditions? C'est même dans le Shulchan Aruch, nous avons de nombreux simanim, notamment siman Shin Aleph, Shin Gimel, parce que c'est malheureusement facile de porter parce qu'on est enclin à porter des affaires, à porter des choses. Donc c'est pour ça que la Masechet a tant investi dans cette melacha et qui nous paraît quelque peu bizarre, dit Tosfot. Il va donner d'autres exemples, mais je voudrais pour cette fin de shiur vous parler au moins d'une halacha concernant l'interdiction de porter Shabbat. Encore une fois, c'est clair, Shabbat, on ne porte pas les clés dans la poche, on ne porte pas le talit dans la main, on ne porte pas le livre de prière, on ne porte pas son parapluie. C'est mieux de rester à la maison plutôt que de sortir avec un parapluie. Ou le mieux du mieux, c'est de sortir, d'aller à la synagogue et de se couvrir avec un parka, avec un manteau. S'il pleut, on espère la pluie, mais Ezrat Hashem, c'est la bracha dans le monde. Bon, le mieux, c'est que lorsqu'on n'est pas dehors, donc il pleuve la nuit, encore mieux le vendredi soir, etc. Alors, mais tout ça, tout le monde connaît. Malheureusement, il y a encore des gens qui ne savent pas. Eh bien, il faut leur apprendre et il ne faut pas avoir honte de dire, quand vous invitez quelqu'un à la maison, il repart avec son sac, il dit, écoute, laisse ton sac, tu le prendras après Shabbat. S'il ne veut pas, ça le regarde, tant pis pour lui. Ça, c'est de toute évidence. Mais il y a une halacha dans Ilchot Shabbat. Il y a qui la connaissent, mais c'est pas grave, on révise. La Gemara nous enseigne au traité Shabbat d'Af Koufbet, sauf Amoud Aleph. Donc page 102, côté B. Rabbi Meir Omer. Afimaita Shabbat. Veotzio bepiv chayav. Rabbi Meir, il dit quelque chose d'incroyable. Shabbat, si on porte un objet, on va dire un aliment, dans sa bouche, par exemple, je prends un chewing-gum à la maison, je sors dans la rue avec le chewing-gum dans la bouche, ceci constitue un interdit d'Eoraita. C'est-à-dire que c'est la Torah qui nous interdit de transporter, d'être motzi mirshut lershut, un aliment dans notre bouche. C'est tout simplement les gens qui ne savent pas ça, et on va voir jusqu'où ça va aller, vous allez voir, c'est extraordinaire. En tout cas, un bonbon, un chewing-gum, une sucette, etc., ça s'appelle porter Shabbat. Donc on ne sort pas de la maison vers la rue, même si c'est pour aller à la synagogue ou à une bar mitzvah ou à ce que vous voulez, on ne transporte pas un aliment dans la bouche Shabbat. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas cette halakha. Ça également, c'est écrit dans le
Rambam. Mais alors là, on va voir une nuance intéressante. On va lire le Rambam. Aya Ochel, il dit le Rambam, dans Ilchot Shabbat Perek Yud Gimel Halacha Gimel. Quelqu'un qui était en train de manger Shabbat. Veyotse mirshut lershut. Et il sort de chez lui et il va dans la rue. Ça arrive souvent, les jeunes, les enfants, ils ont encore la bouche pleine et paf, il sort. Et donc il a cette intention de sortir. Il veut aller avec son bonbon dans la rue, avec son chewing-gum. Chayav. Alors pourquoi c'est chayav? Pourquoi on est chayav? C'est quoi le fond de la question? Le fond de la question, c'est que nous avons une règle pendant Shabbat qui dit la chose suivante. Vous savez, dans Shabbat, il y a 3 niveaux d'interdit. Il y a ce qui est interdit par la Torah, ce qui constitue l'obligation d'amener un sacrifice, si jamais on a transgressé, ou chasve shalom, si c'est une personne qui transgresse sciemment en connaissance de l'interdit, il y a peine de mort, ce qu'il a, et il y a d'autres peines qui s'appellent karet. Donc c'est très grave de transgresser Shabbat de ce qui est interdit minatora. Allumer la lumière, cuisiner, c'est très grave. Très, 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 très grave. Il y a un deuxième niveau, ce sont les interdits midera banane, ce qu'on appelle patour aval assour. Ça veut dire qu'il y a des choses que la Torah a permises de faire Shabbat, mais les chachamim, pour plusieurs raisons, les lois, les interdits midera banane sont nombreux, il y a des règles, il y a des catégories d'interdits, ce qu'on appelle shevut. Les interdits des Rabbanan, ce sont les shevut. Un exemple très simple, mouktsé. Shabbat, il est interdit d'écrire, mais il n'est pas interdit de manipuler un stylo. Mais les chachamim m'ont dit, mais si tu manipules le stylo, instinctivement, tu risques d'écrire. On ne va pas rentrer maintenant, les chet marchevet ou pas, en tout cas, les chachamim ont dit, ne touche pas le stylo, parce que si tu le touches, le risque d'écrire est imminent, il est presque probant. Très bien. Donc on va dire que ce sont des barrières. Donc il y a ce qui est interdit par la Torah, il y a ce qui est interdit par les Chachamim, et il y a ce qui est permis. Tout n'est pas interdit Shabbat. On a le droit de prendre un verre, de mettre de l'eau et de boire, etc., etc. Très bien. Seulement, nous avons une règle. On en a déjà parlé dans d'autres shiurim. Nous avons une règle. C'est pour que l'action soit interdite par la Torah, avec les conséquences, il faut que l'action soit faite de façon, entre guillemets, normale, c'est-à-dire telle qu'on a l'habitude de la faire. Alors, faisons-le dans Otsa. Comment est-ce qu'on transporte un objet? On le transporte ou dans la main, ou dans la poche. C'est comme ça le derer de la melacha, la façon dont on porte. Si maintenant je porte un objet dans la bouche, par exemple ma casquette, si je la mets sur ma tête, c'est permis, il n'y a pas de problème, je suis vêtu de ma casquette. Si ma casquette, je la tiens dans la main et je marche, ça c'est Asur Minatora. On ne porte pas sa casquette dans la main Shabbat. Si maintenant ma casquette, je la mets dans la bouche, je la tiens avec la bouche, là, je ne suis plus dans un cadre Torah, parce que je n'ai pas transporté ma casquette telle qu'on a l'habitude, de manière normale, habituelle, de la transporter. Donc on est seulement dans un Issour Midera Banan. C'est-à-dire que les Chachamim m'ont dit, même, par exemple, écrire pour un droitier, le derer de la Melacha, c'est d'écrire de la main droite. Si un droitier venait à écrire de la main gauche, eh bien, il n'est plus dans l'interdit de la Torah, il est dans l'interdit Midera Banan. Il y a une structure de la Melacha. Cette structure nous dit que si tu fais l'action de façon habituelle, normale, telle que les hommes la font, c'est interdit Minatora. Si tu la fais de façon non habituelle, ce n'est pas interdit Minatora, seulement Midera Banan. Alors, j'ouvre une petite parenthèse parce qu'il y a quand même une idée très intéressante, c'est que dans Shabbat, ce n'est pas que la conséquence qui est interdite. On regarde par exemple, je disais écrire. J'écris de la main droite ou j'écris de la main gauche, au final, sur mon papier, j'écris un texte. Mais la Torah, elle dit, donc la conséquence y est, que je fasse l'action de façon habituelle, ou que je fasse l'action de façon non habituelle, le produit de l'action, la conséquence de l'action se trouve présente. Et pourtant, la Torah ne regarde pas seulement la conséquence qu'on appelle la totsa'a de l'action,
la Torah regarde aussi la façon, c'est-à-dire la structure de l'action. Il y a l'action et il y a la conséquence de l'action. Il y a le maasé et il y a la totsa. Donc la totsa y est. J'ai porté ma casquette dans la bouche ou dans la main. La casquette n'est plus à l'intérieur, elle est à l'extérieur. Mais la Torah dit, si tu la portes normalement, c'est interdit minatora. Si tu la portes anormalement, ce n'est qu'un interdit midérabanan. Alors les décisionnaires s'interrogent, il y a même des textes clairement dans l'Agma qui disent apparemment le contraire de Rabbi Meir. Alors pourquoi Rabbi Meir dit que celui qui sort un aliment dans sa bouche Shabbat, il est chayav, puisque la bouche, ce n'est pas un organe qu'on utilise habituellement pour transporter des objets. J'espère que la question est claire. Encore une fois, toute action interdite Shabbat n'est interdite minatora seulement si je la fais de sa façon ordinaire. Mais si je la fais d'une façon non ordinaire, je la fais d'une façon différente, ce qu'on appelle un chinouille, keli achariad, c'est pas derech la melacha, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, eh bien ce n'est pas asur minatora, c'est les chachamim qui interdisent, ils ont dit ne porte pas la casquette dans la bouche, sinon tu vas la porter dans la main, et dans la main ce sera chayav. Donc puisque transporter dans la bouche, ce n'est pas la façon ordinaire, classique et habituelle, pourquoi Rabbi Meir nous dit que si on transporte un aliment dans la bouche, on est chayav, c'est-à-dire que c'est interdit minatora. Ça, c'est la question des rishonim. Tosfot et beaucoup d'autres mefarshim. Voilà, j'espère que la question elle est claire. La réponse, ils disent les poskim, les rishonim, les acharonim, la réponse est très simple, très claire et très simple. Alors pourquoi durant le Covid, certains ont placé l'attestation de façon pas ordinaire? Vous posez une très grande question, mais Baruch Hashem, c'est plus le Covid. Je vais essayer de répondre à votre question. L'inéder. Si j'oublie, vous me la renverrez, hein, n'hésitez pas. Mais je vais d'abord dire la réponse et on va peut-être aussi comprendre, répondre à votre question. Vous demandez pourquoi pendant le Covid, il y a des gens qui portaient l'attestation de façon non ordinaire. Alors on va essayer d'expliquer. Alors la réponse est la suivante, la réponse à la question. On comprend bien qu'un chapeau, une casquette, une veste, si on n'est pas vêtu, je continue dans la casquette, c'est comme ça tous les vêtements ou tout autre objet. Si je ne suis pas vêtu de ma casquette, je ne l'ai pas sur la tête. Donc la façon ordinaire de porter une casquette, c'est dans la main. Mais de la porter dans la bouche, ce n'est pas classique. Donc ça s'appelle un chilouï, c'est-à-dire qu'il y a une façon non habituelle de la melacha, c'est pas interdit minatora. Alors que des aliments, la nourriture, c'est oui, le derer de porter un chewing-gum dans la bouche. Un chewing-gum, ça se met pas dans la poche, un chewing-gum, ça se met pas dans les cheveux, un chewing-gum, ça se met dans la bouche. Donc pour l'aliment, la bouche, elle s'appelle le derer, elle s'appelle la façon ordinaire de le transporter, et donc un aliment dans la bouche, Shabbat, on n'a pas le droit de sortir de la maison avec, ou de sortir dans la rue, etc. Vous demandez pourquoi pendant le Covid, il y en a qui sont sortis avec l'attestation pour pouvoir sortir. Alors d'abord, il faut savoir que c'était une très grande discussion dans les poskim. Mais c'est vrai que la tendance était de permettre. Mais là, alors, il y a des paramètres qui sont un peu longs à expliquer, donc je vais vous les dire vraiment très succinctement pour répondre à votre question. Il y avait, de ce que j'ai en tête, il y avait au moins deux formules. Il y avait la formule de prendre l'attestation, de faire 2 trous et de la mettre sur la clé de Shabbat, sur l'élastique qu'on porte avec les clés. Et la deuxième formule, c'était de coudre l'attestation sur le vêtement. De cette façon ou de cette façon, de ces deux façons-là, ça s'appelle plus du tout porter. C'est pas que j'ai porté, mais que j'ai porté de façon inhabituelle, étant donné que l'attestation, elle était intégrée dans le vêtement. C'est comme, par exemple, vous savez, il y a une grande question dans la halakha, est-ce que Shabbat, on a le droit, vous mettez votre veste, votre manteau, votre robe, etc. Vous mettez votre veste. Avant Shabbat, vous avez amené la veste au pressing. Je ne sais pas si ça existe encore les pressings. Dans notre enfance, ça existait. Donc vous amenez votre costume au pressing. Maintenant, quand vous allez au pressing, souvent le pressing, il agrafe, ou il met une épingle sur votre ticket pour reconnaître avec votre nom, etc., pour reconnaître qu'il est à vous, qu'il n'est pas à quelqu'un d'autre. Maintenant, pendant Shabbat, vous devez mettre votre veste, mais le ticket est encore agrafé. A-t-on le droit de sortir avec Shabbat? On ne va pas faire ce soir la souillage, surtout que je voudrais terminer
avec, dire encore quelques halachot avec ce qui se passe dans la bouche. Mais étant donné ce qui permettent, notamment Rabbi Yosef, c'est écrit dans Yalkut Yosef, le Rabbi Yitzhak Yosef, Shalita, le Rishon LeZion, étant donné que c'est agrafé au vêtement, ça s'appelle qu'il s'annule dans le vêtement. Alors est-ce que ça marche pour l'attestation ou pas? C'était des grands débats, effectivement. Mais là, comprenons bien que ceux qui ont autorisé de porter l'attestation ou sur l'élastique, de ce que je me rappelle, des clés de Shabbat, ou cousu ou agrafé sur le vêtement, c'est parce que ça s'appelle que maintenant le papier, il fait partie intégrante du vêtement, ça s'appelle que je suis vêtu de l'attestation. Je sais, ça paraît un peu rigolo, on va dire comme c'est ça les Ilchot Shabbat, c'est passionnant parce que on découvre des méthodes de vie auxquelles on n'est absolument pas habitué. Alors, dans le Covid, puisque vous parlez du Covid, il y avait aussi la question du masque. Il faut savoir qu'en France, on a été assez méquel. Beaucoup de rabbinim, ils ont permis. Mais il faut savoir qu'il y a des rabbinim qui ont complètement interdit de sortir même avec le masque pendant Shabbat. Il y a encore aujourd'hui des gens qui sont sensibles et ou fragiles. Et donc, ils mettent le masque. Il faut savoir que là, il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Ce sont des grands débats de halacha. Donc, la réponse des Mefarshim, si tu transportes dans la bouche un objet que c'est pas l'habitude de le mettre dans la bouche, comme la casquette ou la veste ou peu importe, alors ça s'appelle porter de façon non habituelle, c'est interdit seulement midera banane. Cependant, un aliment, étant donné que c'est oui la façon ordinaire de le transporter dans la bouche, ça devient chayav. Donc c'est pas seulement que c'est interdit de sortir dans la rue avec un aliment dans la bouche, mais c'est même interdit minatora, avec les conséquences que cela a. Rabbeinu Yehonatan, sur le Rif, il écrit la chose suivante. Ri Omer, Rabbeinu Yitzhak Omer, Af mishenit lash roko bepiv mishenit agel veneesaf latzet, lo yealech arma'amot birshut harabim ad sheyaruk, vekevan dele mishdeye kae masoy hu. Incroyable. אבל הרוק והאוכלים דרכן בכך ומחייב חטאת. ואין עוד בשולחן ערוך סימן שינון סעיף ג' בדין רוק שנתלש בתוך פיו. Alors on va le lire dans le Shulchan Aruch. Il dit, Rabbi Yosef Karo, dans Siman Shinun, on est dans Mishnah Brura, 4e volume. Roko shenitlash bepiv, ou mouchan lezorko. C'est Rabbeinu Yehuda. Dans Masechet Shabbat, Daf Tzadikret. Il dit, si Shabbat, vous êtes dans la rue. Parce que l'interdiction de Otsa, c'est comme on a dit, d'un domaine privé à un domaine public, ou d'un domaine public vers le domaine privé, ou bien même si on est dans la rue. Si maintenant je suis dehors, par exemple, je suis habillé, je suis dans la rue. Maintenant j'ai chaud, j'enlève mon chapeau ou ma veste, et je la porte 4 coudées, c'est-à-dire 2 mètres, je prends l'objet, je marche 2 mètres, et je le pose un peu plus loin où je m'arrête, ça aussi, c'est ce qu'on appelle Ma'avir Arba'amot Birshut Harabim, ça aussi c'est interdit Minatora. Alors il dit le Shulchan Aruch, comme Rabbi Yehuda dans la Mishnah Daf Tzadikret de Shabbat, que si on est dans la rue, et puis on a, excusez-moi, on a un nœud dans la gorge, et puis voilà, maintenant on a besoin de sortir son crachat. On l'a dans la bouche, on crache pas comme ça devant tout le monde, ce qui peut être aussi un problème de halacha, comme c'est ramené dans le Shulchan Aruch, dans Mishnah Brura Chelek Gimel. En tout cas, on l'a maintenant dans la bouche. Voilà, il est sorti de la gorge, on l'a dans la bouche. On a quelque chose qui nous gêne. Un crachat, bekitsour. Il dit le Shulchan Aruch, Lo yelech arba'amot birshut harabim. À partir du moment où il s'est détaché de la gorge, il se trouve dans la bouche, on n'a pas le droit de marcher 4 coudées. Ça s'appelle porter. C'est tout simplement incroyable. Ad sheyaruk, et dit le Mishnah Brura, Ve'uadin shelo yelech az birshut lechshut ad sheyaruk, nous allons traduire tout de suite. Voilà, et le Mishnah, le Biur Halakha, il va ramener que de nombreux décisionnaires, c'est Asur Mina Torah. Donc ça veut dire que si maintenant on a quelque chose dans la bouche qui vient, qui surgit, on n'a pas le droit de marcher 4 coudées, on n'a même pas le droit de rentrer à la maison, il faut se débrouiller, demander à ceux qui sont autour, ou cracher de façon propre, bien évidemment, je ne rentre pas dans cela. C'est aussi une souviens au traité Chagiga. En tout cas, en simple, par rapport au Issour, on n'a pas le droit de marcher, et c'est donc Asur Mina Torah. Pourquoi ? Pourtant, on n'a pas agi pour que ça se passe de la gorge à la bouche. Peu importe, même si j'ai pas agi, même si c'est venu comme ça naturellement, Baruch Hashem, c'est que ça fonctionne, eh bien, il est là,
eh ben, c'est venu, c'est venu. Voilà. Même si moi, j'ai rien fait, je marche dans la rue, et puis maintenant, mon ami me met, je sais pas moi, il met sur mon épaule sa casquette parce qu'il a chaud, c'est pas moi qui ai mis la casquette sur l'épaule, je n'ai pas le droit de marcher. Ou dans la main, il me met un objet, il me dit, voilà, je parle, et puis paf, il me met sa casquette dans la main, je n'ai pas le droit d'avancer. C'est peu importe comment l'objet il est arrivé dans ma main, ou ici dans ma bouche, à partir du moment qu'il se trouve là, cela constitue un interdit midéoraïta. Pourquoi? Ils expliquent les Rishonim. Donc Rabbeinu Yonatan sur le Rif, il explique dans Hérouvin, d'Aflamet Bet, sauf Amoud Aleph dans les pages du Rif, il dit parce que c'est l'habitude, le derer, d'avoir dans la bouche. Donc comme dans les aliments, c'est Assour Mina Torah, la même chose le roc en hébreu, donc le crachat. La salive, il n'y a pas de problème, c'est sa place, mais le crachat, c'est un problème. Et comme ça, le Shulchan Arour, donc, il est posek. Alors il y a une shéla, nous allons terminer avec cela, il y a une shéla très intéressante, dont de nombreux décisionnaires ont débattu, le Minchat Yitzhak, le Minchat Shabbat, le Shmirat Shabbat Kilcheta, le Chut Shani, le Hasdid Beru, le Tshuvot Ve'anagot, et beaucoup encore, rapporté ici dans Halacha Brura Chelek Yutet de Rav David Yosef. La shéla, c'est de savoir, lorsqu'on mange, il reste des résidus d'aliments dans la bouche. Alors le Minchat Yitzhak, le Gaon de Rav Yitzhak Weiss, il dit, est-ce qu'on a le droit de sortir Shabbat avec les résidus d'aliments dans la bouche. Alors d'un côté il dit c'est sûr qu'on a le droit parce que bon ça fait partie de, on va pas nous demander Shabbat comme il dit Ramoshe Steinbourg, c'est pas une halakha qui nous dit que Shabbat avant de sortir de la maison il faut se laver les dents pour qu'il n'y ait plus de résidus dans la bouche. Mais le Minchat Yitzhak, il se pose la question, il se dit, bon, on peut dire, c'est d'avoir chez Nomid Kaven, c'est d'avoir chez Natsrikha Legoufa, on peut trouver plein de raisons, mais il dit que celui qui a la possibilité de se nettoyer les résidus d'aliments dans la bouche, il ne faudra pas sortir avec cela Shabbat. Le Minchat Shabbat, il dit qu'il n'y a aucun problème. Rav Shlomo Zalman, mais Rav Shlomo Zalman Oyomar dit quelque chose d'intéressant. Il dit, il y a deux types de résidus d'aliments. Il y a, j'ai mangé, il me reste entre les dents dans la bouche. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Mais parfois, il reste quelque chose dans la bouche qui est gênant. Même pour parler, il est là, il a son truc entre les gencives. Alors, il dit, si c'est quelque chose qui te dérange, ça pourrait constituer un interdit et il faudra l'enlever. Et en tout cas, ce qui est clair, tout ce qui est entré dedans, maintenant, ça fait partie du corps. Tout ce qui est à l'intérieur du corps, on va pas dire qu'on transporte la nourriture dans notre estomac. Ça s'appelle pas porter. C'est pas le derer. Donc, surtout que, comme dit dans Tshuvot Ve'anagot, Rav Moshe Steinbourg, ce sont des toutes petites quantités qui sont complètement annulées dans notre corps, et donc il n'y a pas lieu de s'interroger. Donc, si c'est vraiment quelque chose d'important, par exemple, tu manges une pomme, et puis avant de sortir, il te reste un morceau de pomme dans la bouche, ça, c'est complètement assourd. Voilà, Moraï Verabotai, c'est l'étude que je voulais partager avec vous ce soir. Je remercie vraiment du fond du cœur et grandement mes amis, comment on dit, les administrateurs, chefs administrateurs de Yeshiva Zoom, que je vous donne bracha vatzlacha. C'est donc le premier shiur, la reprise du mois de Elul. C'est un grand plaisir, comme toujours, d'être avec vous, d'échanger des sujets forts et profonds qu'on a vu ce soir à Tzadok à Kohen de Lublin, et donc les halachot de Hotzad, qui sont très importantes, qui touchent beaucoup de domaines durant le Shabbat. Voilà, que je vous bénisse. Et bien voilà la famille Bokara, Rabbi Yonatan et son épouse, que je vous donne Mahabat Slacha, Ad Belidai, comme on dit, Zéou Bema dans ce monde-ci et dans le monde à venir, que du bonheur. Et merci pour la reprise, merci d'être toujours présent pour la reprise et la diffusion de la Torah, que cela vous amène énormément de bracha. Merci beaucoup à vous, très chers amis et très chers collègues du lundi soir, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu sur les ondes de Yeshiva Zoom. Bracha v'atzlacha, des cascades de bénédictions, toutes les bénédictions là, le chef à bracha du Shabbat, la nous ou le Chol Israël. Kol tuv bracha v'atzlacha.